Les empathes négligés durant leur enfance possèdent ce don exceptionnel. Jung l'a découvert, Huberman l'a confirmé. Il existe une catégorie de personnes qui portent en elles un don qu'elle n'a jamais demandé, un don qui ne provient pas d'un environnement privilégié, qui n'est pas né de parents aimants, ayant nourri chaque aspect de leur développement, qui n'émane pas d'une enfance heureuse, baignée d'attention et de validation. Ce don est né de l'endroit le plus inattendu qui soit. Il est né de la douleur, de la négligence, du silence des chambres vides, où personne ne venait demander comment vous alliez. Carl Jung a découvert ce phénomène il y a plus d'un siècle et l'a nommé l'archétype du guérisseur blessé. Il a observé que certaines des personnes les plus empathiques et intuitives au monde partageaient un point commun. Elles avaient été négligées durant leur enfance. Aujourd'hui, le laboratoire Huberman confirme, grâce à la neuroscience, ce qui se passe exactement dans le cerveau d'un enfant qui grandit sans attention. Et ce qu'ils ont découvert explique pourquoi ces enfants développent des capacités que les personnes normales n'auront jamais. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre enfance douloureuse a pu être le creuset qui a forgé votre talent le plus unique. Chapitre 1. L'enfant que personne ne voyait. Il existe une forme spécifique de souffrance infantile qui ne laisse pas de marques visibles. Ce n'est pas la maltraitance physique qui laisse des hématomes. Ce n'est pas la maltraitance verbale qui laisse des cicatrices émotionnelles évidentes. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus difficile à reconnaître. C'est la négligence émotionnelle, l'absence de présence. L'enfant émotionnellement négligé grandit dans un foyer où ses besoins physiques sont satisfaits, mais où ses besoins émotionnels sont systématiquement ignorés. Il a de la nourriture, des vêtements et un toit, mais personne ne lui demande comment il se sent. Personne ne remarque quand il est triste. Personne ne célèbre ses petites victoires. Cet enfant apprend quelque chose très tôt. Il apprend qu'il est invisible. Et pour survivre à cette invisibilité, il développe quelque chose d'extraordinaire. Il développe la capacité de voir ce que personne d'autre ne voit. Alain Dubois, du laboratoire Huberman, a expliqué comment cela se produit neurologiquement. L'hémisphère droit du cerveau est responsable de la communication non verbale et de la syntonie émotionnelle. Dans un développement normal, la mère et le bébé s'engagent dans des ballets de regard, des sourires et des vocalisations qui calibrent le système nerveux de l'enfant. Mais quand cette danse ne se produit pas, quand la mère est émotionnellement absente ou indisponible, l'hémisphère droit de l'enfant s'adapte différemment. Au lieu d'être calibré par des interactions amoureuses, il se calibre par l'absence. Et pour compenser cette absence, il devient hypersensible. L'enfant négligé développe une antenne émotionnelle extraordinaire, parce que sa survie en dépend. Il a besoin de détecter les moindres signes de disponibilité émotionnelle chez ses proches. Il a besoin de lire les micro-expressions faciales. Il a besoin de percevoir les changements subtils dans le ton de la voix. Cette hypervigilance, qui commence comme un mécanisme de survie, devient, avec le temps, un don. Il existe un phénomène neurologique fascinant ici. Des recherches montrent que les enfants qui vivent un attachement insécure développent des schémas de réponse sensoriels différents. Ils peuvent faire preuve d'une sensibilité accrue ou d'une hypervigilance aux stimuli sensoriels. Le cerveau de l'enfant négligé est constamment en train de scanner l'environnement, à la recherche de menaces ou d'opportunités de connexion. Cette vigilance constante développe des circuits neuronaux que les personnes ayant eu une enfance sereine ne possèdent tout simplement pas. Et ces circuits ne disparaissent pas quand l'enfant grandit, ils restent et ils deviennent la base neurologique de ce que l'on reconnaît plus tard comme une sensibilité empathique extraordinaire. Chapitre 2. L'archétype du guérisseur blessé. Jung a été le premier à cartographier ce phénomène en termes psychologiques.
il a observé que nombre des thérapeutes et guérisseurs les plus efficaces avaient des histoires d'enfance marquées par la souffrance. Et il s'est demandé pourquoi. La réponse qu'il a trouvée était profonde. Jung a écrit que le génie se cache derrière la blessure, que ceux qui ont été blessés développent une compréhension unique de la souffrance humaine, et que cette compréhension devient leur capacité à guérir. L'archétype du guérisseur blessé décrit une personne qui transforme son venin en remède, qui utilise sa propre douleur comme carte pour naviguer dans la douleur des autres. Des recherches modernes confirment l'observation de Jung. Une étude a révélé que 73,9% des thérapeutes et psychothérapeutes déclarent avoir vécu une ou plusieurs expériences de blessures qui les ont conduits à choisir leur profession. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'archétype en action. Mais voici ce que Jung a également découvert. Toute personne blessée ne devient pas un guérisseur. Beaucoup de gens souffrent et ne font que perpétuer la souffrance. La différence réside dans un processus que Jung a appelé l'intégration. L'enfant négligé qui intègre sa blessure la transforme en don. L'enfant négligé qui n'intègre pas sa blessure reste piégé dedans. Le laboratoire Huberman offre une perspective neurologique pour cette distinction. Jung a également observé quelque chose d'important. Il a dit que c'est notre propre douleur qui donne la mesure de notre pouvoir de guérir. Cela signifie que la profondeur de la blessure détermine la profondeur potentielle de la guérison que nous pouvons offrir. L'enfant profondément négligé qui fait le travail d'intégration peut devenir un guérisseur profondément puissant. Non pas malgré sa blessure, mais à cause d'elle. C'est l'alchimie du guérisseur blessé, la transmutation de la douleur en sagesse, de l'abandon en présence, de l'invisibilité en capacité de vraiment voir les autres. Chapitre 3. La neuroscience de la transformation. Alain Dubois, du laboratoire Huberman, a expliqué comment le cerveau traite les traumatismes infantiles et comment ce traitement détermine si la blessure devient un don ou une prison. L'hémisphère droit, où se déroule la majeure partie du traitement émotionnel, est particulièrement plastique durant les premières années de vie. Il se modèle en fonction des expériences que l'enfant vit. Chez les enfants négligés, l'hémisphère droit développe certaines caractéristiques. Premièrement, il y a une augmentation de la sensibilité aux stimuli émotionnels. Les circuits neuronaux qui détectent les émotions deviennent plus fins, plus précis, plus rapides. L'enfant négligé perçoit des changements émotionnels que les autres enfants ne remarquent tout simplement pas. Deuxièmement, il y a un développement accru de la capacité à lire les états internes des autres. C'est différent de simplement percevoir les émotions. C'est la capacité d'intuer ce que quelqu'un ressent, même quand cette personne n'exprime rien d'évident. Troisièmement, il y a une connexion plus forte entre les centres émotionnels et les centres de traitement cognitif. L'enfant négligé ne se contente pas de ressentir plus. Il pense à ce qu'il ressent, il analyse, il recherche des schémas. Ces adaptations neurologiques sont la base de ce qui se manifeste plus tard, comme un don empathique extraordinaire. Mais il y a un mais important. Ces mêmes adaptations peuvent aussi devenir des sources de souffrance. L'hypervigilance, qui permet de percevoir des émotions subtiles, peut aussi mener à un épuisement émotionnel intense. La capacité de ressentir ce que les autres ressentent peut créer une confusion, une difficulté à distinguer quelles émotions nous appartiennent réellement. La différence entre un don et une malédiction réside dans ce que Carl Jung appelait l'intégration consciente. Les recherches du laboratoire Huberman sur la régulation émotionnelle révèlent que le cortex préfrontal joue un rôle crucial dans cette intégration. Lorsque le cortex préfrontal parvient à moduler la réponse de l'amygdale, l'hypervigilance cesse d'être automatique. Elle se transforme alors en un outil qu'on peut activer et désactiver à volonté. L'empathe intégré n'est pas constamment en état d'alerte. Il peut choisir
quand activer sa sensibilité extraordinaire et quand se reposer, c'est la différence neuronale entre un don et une malédiction. La malédiction, c'est d'être emprisonné en permanence dans l'hypervigilance. Le don, c'est de pouvoir accéder à l'hypervigilance quand c'est nécessaire et de s'en détacher quand ça ne l'est pas. Chapitre 4. Le génie caché derrière la blessure, Carl Jung. Carl Jung avait une phrase qui encapsule parfaitement ce phénomène. Il disait que le génie se cache derrière la blessure. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand un enfant est négligé, il développe des capacités que les enfants choyés n'ont simplement pas besoin de développer. Il doit décrypter les ambiances, il doit anticiper les états émotionnels, il doit naviguer dans des territoires émotionnels complexes, sans guide. Ces capacités forcées se transforment avec le temps en compétences raffinées. C'est une forme de compensation psychologique. Ce qui a manqué en soins externes est compensé par un développement interne. L'empathe qui a été négligé dans son enfance développe fréquemment une capacité presque surnaturelle à percevoir quand quelqu'un ment, parce qu'il a passé des années à déchiffrer les micro-expressions de parents émotionnellement indisponibles. Une intuition profonde sur les besoins des autres, parce qu'il a passé des années à essayer d'anticiper les besoins de personnes qui n'anticipaient jamais les siens, une sensibilité aux atmosphères émotionnelles, parce qu'il a passé des années à cartographier les climats émotionnels de sa maison, pour savoir quand c'était sûr et quand ça ne l'était pas, une capacité à créer des espaces sûrs pour les autres, parce qu'il sait exactement ce que c'est que de ne pas avoir d'espace sûr. Ce ne sont pas des compétences qu'on apprend dans les livres, ce sont des compétences forgées dans le feu de la nécessité. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont si rares et si précieuses. Il y a une ironie profonde ici. Les mêmes compétences que les entreprises dépensent des millions à essayer d'enseigner à leurs employés, l'empathie, l'écoute active, l'intelligence émotionnelle, la lecture des ambiances, sont des compétences que l'enfant négligé a développées, gratuitement, pas parce que quelqu'un voulait les lui enseigner, mais parce que la survie l'exigeait. L'empathe qui a été ignorée dans son enfance ne réalise souvent pas à quel point ses compétences sont extraordinaires. Pour lui, elles semblent normales. Il suppose que tout le monde peut lire une salle en quelques secondes, que tout le monde perçoit quand quelqu'un ment, que tout le monde ressent la souffrance silencieuse des autres. Mais ce n'est pas tout le monde, loin de là. Ces compétences sont rares, et ce sont précisément ces compétences dont le monde a désespérément besoin. Chapitre 5. Le prix du don. Il serait malhonnête de parler du don, sans parler du prix. Tout empathe qui a développé ses compétences, à travers la négligence infantile, porte les marques de cette origine. Les recherches montrent que la négligence émotionnelle dans l'enfance est le prédicteur le plus robuste de la solitude à l'âge adulte. Et c'est le seul sous-type de trauma infantile lié à l'alexithymie, qui est la difficulté d'identifier et de communiquer ses sentiments. Cela semble paradoxal. Comment quelqu'un qui ressent autant peut-il avoir du mal à identifier ses sentiments? La réponse réside dans la nature de la négligence. L'enfant négligé apprend à percevoir les sentiments des autres, mais n'apprend pas à percevoir les siens. Son attention était tellement focalisée vers l'extérieur qu'il n'a jamais développé la même sensibilité pour l'intérieur. Le laboratoire Huberman a discuté de la façon dont cela se manifeste neurologiquement. Les circuits qui traitent les émotions d'autrui et les émotions propres sont partiellement distincts. Chez les empathes négligés, les circuits pour les émotions d'autrui sont hautement développés, tandis que les circuits pour les émotions propres peuvent être sous-développés. Cela crée ce que certains chercheurs appellent l'empathie inversée.
La personne ressent profondément ce que les autres ressentent, mais a du mal à ressentir ce qu'elle ressent elle-même. C'est le coût caché du don. Il y a d'autres coûts aussi. L'empathe négligé lutte fréquemment avec des questions d'estime de soi. Après tout, il a grandi en recevant le message implicite qu'il n'était pas digne d'attention. Ce message s'enracine profondément. Il peut lutter avec les relations intimes, parce que la même capacité à ressentir ce que les autres ressentent peut devenir accablante dans les relations proches, et parce qu'il peut inconsciemment attirer des personnes qui répètent le schéma de négligence. Il peut lutter avec l'établissement de limites, parce que dire non signifie potentiellement causer un inconfort à l'autre. Et causer un inconfort à l'autre est insupportable pour qui ressent cet inconfort, comme si c'était le sien. Et c'est pour ça que l'intégration que Jung décrivait est si importante. Sans elle, le don devient une malédiction. L'empathe se perd dans les sentiments des autres et ne trouve jamais les siens. Chapitre 6. Le processus d'intégration. Carl Jung. Carl Jung enseignait que la blessure ne se guérit pas en étant ignorée. Elle se guérit en étant intégrée. Mais qu'est-ce que ça signifie, intégrer une blessure de négligence? Ça signifie reconnaître ce qui s'est passé. Beaucoup d'enfants négligés grandissent en minimisant leur expérience. Ils se disent que leur enfance était normale, que d'autres ont eu pire, qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. Cette minimisation empêche l'intégration. On ne peut pas intégrer ce qu'on ne reconnaît pas. La première étape, c'est de donner un nom à ce qui s'est passé. J'ai été émotionnellement négligé. Mes besoins émotionnels n'ont pas été satisfaits. Ce n'était pas normal. Ça m'a affecté. Ça signifie lamenter ce qui n'a pas été. L'enfant négligé saute fréquemment le processus de deuil. Il va directement à la compensation. Il développe des compétences au lieu de traiter la perte. Mais pour intégrer véritablement, il est nécessaire de pleurer l'enfance que vous n'avez pas eue, les parents attentifs que vous méritiez, la validation que vous auriez dû recevoir, l'espace sûr qui aurait dû exister. Ce deuil n'est pas de l'auto-indulgence, c'est un traitement nécessaire. Ça signifie diriger la sensibilité vers l'intérieur. L'empathe négligé a développé une extraordinaire sensibilité aux autres. Maintenant, il doit développer la même sensibilité à lui-même. Cela signifie se demander régulièrement ce que je ressens, pas ce que les autres ressentent, pas ce que je devrais ressentir. Ce que je ressens réellement, à ce moment précis, ça signifie apprendre à recevoir. L'enfant négligé est devenu expert dans l'art de donner, de percevoir les besoins et d'y répondre, mais il n'a jamais appris à recevoir. Une partie de l'intégration, c'est de s'exercer à recevoir de l'attention, de l'affection et de l'amour, sans immédiatement chercher à rendre l'appareil, sans se sentir redevable, sans minimiser ce qui a été offert. Cela signifie reparentaliser l'enfant intérieur. Carl Jung parlait de l'enfant intérieur bien avant que ce terme ne devienne populaire. Cet enfant négligé vit encore au plus profond de l'adulte. Et il a toujours besoin de ce qu'il n'a jamais reçu. Une partie de l'intégration, c'est d'offrir consciemment à cet enfant intérieur ce dont il avait besoin, de l'attention, de la validation, de la célébration, une présence. Cela peut paraître étrange, de se parler à soi-même comme si l'on parlait à un enfant, mais cette pratique a un fondement neurologique solide. Elle active les mêmes circuits qui seraient activés si quelqu'un d'extérieur offrait ce soin. Le laboratoire Huberman a fait des découvertes importantes à ce sujet. Avec le temps, l'enfant intérieur commence à se sentir vu, commence à se sentir en sécurité. Et l'adulte peut enfin cesser de chercher frénétiquement chez les autres, ce qu'il peut maintenant s'offrir à lui-même. Chapitre 7. Le don intégré. Lorsque l'empathe négligé fait le travail d'intégration, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le don qui a été forgé dans la douleur se purifie. Il cesse de porter la marque de la blessure
et devient quelque chose de véritablement guérisseur. Carl Jung l'a observé chez ses patients et chez lui-même. Il était un enfant solitaire qui a développé une sensibilité psychologique extraordinaire. Et il a utilisé cette sensibilité pour révolutionner notre compréhension de l'esprit humain. Mais il n'a pu le faire que parce qu'il a intégré sa propre blessure, parce qu'il a confronté sa propre solitude, parce qu'il a fait le travail interne nécessaire. L'empathe intégré est différent de l'empathe non intégré. À plusieurs égards, il peut sentir les émotions des autres sans se perdre dedans. Il garde conscience d'où il se termine et où commence l'autre. Il peut offrir une présence sans se vider. Il ne donne pas à partir d'un trou en essayant de combler chez les autres ce qui lui manque. Il donne à partir de l'abondance. Il peut établir des limites sans culpabilité. Il comprend que son don ne l'oblige pas à répondre à tous les besoins émotionnels qu'il perçoit. Il peut percevoir sans intervenir. Il peut recevoir des soins sans malaise. Il n'a pas besoin d'être toujours dans le rôle de soignant. Il peut être vulnérable. Il peut être pris en charge. C'est le don dans sa forme mature et il est infiniment plus puissant que le don brut, forgé uniquement dans la douleur. Il existe un phénomène intéressant que les chercheurs ont observé chez les empathes intégrés. Ils développent ce qu'on appelle la compassion sans contagion. Cela signifie qu'ils peuvent percevoir profondément la souffrance d'autrui sans être contaminés par elle. Ils peuvent être présents dans la douleur de l'autre, sans se noyer dans cette douleur. Cette capacité est cruciale parce que l'empathe non intégré absorbe fréquemment la douleur des autres et la porte avec lui. Il sort de chaque interaction, plus lourd, plus épuisé, plus accablé. Mais l'empathe intégré peut entrer dans la douleur de l'autre, aider à la traiter et en ressortir léger, parce qu'il sait que la douleur de l'autre est à l'autre. Il peut en témoigner sans se l'approprier. Cette distinction est la différence entre empathie soutenable et empathie destructive. Chapitre 8. La mission du guérisseur blessé. Carl Jung croyait que l'archétype du guérisseur blessé porte une mission spécifique. Ceux qui ont transformé leur douleur en sagesse ont quelque chose d'unique à offrir au monde. Ils comprennent la souffrance d'une manière que les personnes qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas comprendre. Cela ne signifie pas que tout empathe négligé doit devenir thérapeute ou guérisseur professionnel. La mission se manifeste de diverses manières. Cela peut être l'ami qui sait toujours exactement quoi dire quand quelqu'un souffre. Cela peut être le collègue de travail qui perçoit quand quelqu'un traverse des difficultés avant que quiconque d'autre ne le perçoive. Cela peut être le père ou la mère qui donne à ses enfants exactement la présence qu'il n'a jamais reçue. Cela peut être le leader qui crée des environnements où les gens se sentent vraiment vus et entendus. La mission n'est pas une question de profession, c'est une question de présence. Cela peut même être la personne qui est simplement là quand quelqu'un en a besoin, qui n'essaie pas de réparer ou de résoudre, qui est simplement présente, qui offre un témoignage silencieux à la douleur d'un autre être humain. Cette forme de présence est extrêmement rare dans le monde moderne. Nous sommes tellement habitués à essayer de résoudre les problèmes que nous oublions que parfois la plus grande guérison est simplement d'être vu. L'empathe négligé le sait intuitivement, parce qu'il a passé son enfance à souhaiter exactement cela. Quelqu'un qui le voit simplement, quelqu'un qui soit présent, quelqu'un qui offre un témoignage de son existence. Le guérisseur blessé et qui a intégré sa blessure porte une qualité de présence qui est guérisseuse en soi. Les gens se sentent différents près de lui, ils se sentent vus, ils se sentent compris, ils se sentent en sécurité. Cette présence est le don en action et c'est quelque chose qui ne peut être enseigné
dans aucune école. Cela ne peut être forgé que dans le feu de l'expérience vécue. Le laboratoire Huberman a discuté de recherches sur la façon dont la présence affecte le système nerveux des autres. Lorsqu'une personne régulée émotionnellement est présente, elle aide à réguler le système nerveux des personnes qui l'entourent. Ce phénomène est appelé la corégulation. Le guérisseur blessé intégré est un maître de la corégulation. Sa présence calme les systèmes nerveux dérégulés. Sa stabilité offre un port sûr pour que les autres naviguent dans leur tempête. Cela ne se produit pas par le biais de mots ou de techniques. Cela se produit par la présence et par l'être, et c'est la forme la plus pure de guérison qui existe. Chapitre 9. Le danger de l'identification. Carl Jung a également mis en garde contre un danger spécifique. Pour les guérisseurs blessés, il existe un risque de s'identifier complètement au rôle de guérisseur, de projeter toute la vulnérabilité sur les autres et de ne garder pour soi que la force d'oublier que vous aussi, vous avez besoin de guérison. C'est ce que Carl Jung appelait l'inflation. Le guérisseur blessé qui oublie qu'il est blessé devient dangereux pour lui-même et pour les autres. Il peut négliger ses propres besoins tout en répondant de manière obsessive aux besoins d'autrui. Il peut utiliser le soin aux autres comme un moyen d'éviter de confronter sa propre douleur non traitée. Il peut s'épuiser complètement parce qu'il n'a jamais appris qu'il mérite aussi des soins. Le laboratoire Huberman a discuté de la façon dont cela se manifeste physiquement. Les personnes exerçant des professions de soins ont des taux plus élevés de burn-out, de maladies chroniques et de problèmes de santé mentale, non pas parce que le fait de prendre soin est intrinsèquement destructeur, mais parce que le fait de prendre soin sans prendre soin de soi est insoutenable. L'empathe intégré et comprend que sa capacité à prendre soin des autres dépend de sa capacité à prendre soin de lui-même. Que votre blessure nécessite une attention continue, pas seulement une intégration initiale. C'est là l'humilité du guérisseur véritablement blessé. Il sait qu'il n'est jamais complètement guéri, que le travail continue, que sa blessure est à la fois sa vulnérabilité et sa force. Il existe une pratique simple qui peut aider à éviter le piège de l'identification. Régulièrement, demandez-vous « Qui prend soin de moi ?» Si la réponse est « Personne », alors quelque chose ne va pas. Le guérisseur blessé sain a des gens qui prennent soin de lui. Il a des espaces où il peut être vulnérable. Il a des relations où il reçoit et pas seulement donne. Cette réciprocité n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la reconnaissance que même le guérisseur le plus puissant a besoin d'être guéri parfois. Chapitre 10. La rédemption de l'enfance. Il y a quelque chose de profondément rédempteur dans la transformation de la négligence en don. L'enfant qui a été ignoré peut passer sa vie à en vouloir pour ce qu'il n'a pas reçu, ou il peut transformer cette absence en une présence extraordinaire. Ce n'est pas que la négligence ait été une bonne chose. Ce n'est pas que les parents soient pardonnés. Ce n'est pas que la douleur n'est pas comptée. C'est que la douleur a été transformée, transmutée, alchimisée en quelque chose de valeur. Carl Jung appelait cela l'opus alchimique, le travail de transformer le plomb en or, le venin en remède, la blessure en don, comme validé par Huberman. L'alchimie est une métaphore parfaite pour ce processus. Les alchimistes anciens croyaient qu'ils pouvaient transformer les métaux vils en or grâce à un processus de purification. Jung y voyait une métaphore de la transformation psychologique. La négligence est le métal vil. L'intégration est le processus de purification, et le don est l'or. Mais tout comme l'alchimie littérale n'a jamais fonctionné, l'alchimie psychologique requiert quelque chose que les alchimistes n'avaient pas. La conscience, l'intention,
Le travail délibéré. Vous ne devenez pas un guérisseur blessé automatiquement parce que vous avez été blessé. Vous devenez un guérisseur blessé parce que vous choisissez de faire quelque chose de votre blessure. Et c'est l'invitation que je vous adresse. Si vous reconnaissez l'enfant ignoré dans votre histoire, validé par les travaux de Carl Jung comme ceux d'Andrew Huberman. Votre négligence n'était pas de votre faute. Vous méritiez des parents présents. Vous méritiez une attention amoureuse. Vous méritiez d'être vu. Et en même temps, votre négligence vous a donné quelque chose que les personnes qui ont eu tout cela n'ont pas, une sensibilité forgée dans la nécessité. Une perception affûtée par la survie, une capacité de voir l'invisible. Vous pouvez passer votre vie à regretter ce que vous n'avez pas eu, ou vous pouvez intégrer votre blessure et laisser votre don briller. Le choix est le vôtre. Mais sachez que Carl Jung a prévu cela, que le laboratoire Huberman a confirmé la neuroscience, que votre don est réel et que le monde a besoin exactement de ce que vous avez à offrir. La présence que vous n'avez jamais reçue est exactement la présence que vous pouvez maintenant donner. Et dans ce don réside votre rédemption. Une dernière réflexion pour ceux qui se sont reconnus dans cette vidéo. Vous n'avez pas demandé à naître dans une famille qui ne savait pas comment vous voir. Vous n'avez pas choisi de passer votre enfance en silence à attendre une attention qui n'est jamais venue. Vous ne méritiez pas la négligence que vous avez expérimentée. Et en même temps, vous pouvez choisir ce que vous allez en faire maintenant. Vous pouvez laisser la blessure vous définir ou vous pouvez laisser la blessure vous raffiner. Le choix est le vôtre. Et c'est un choix que vous pouvez faire de nouveau chaque jour. Carl Jung le savait, le laboratoire Huberman a confirmé la neuroscience. Et maintenant, vous avez la connaissance. Votre don est réel. Votre mission vous attend. Et le monde a désespérément besoin de ce que seul vous pouvez offrir. L'enfant invisible que vous étiez est devenu l'adulte extraordinaire que vous êtes. Et c'est la plus grande vengeance de toutes contre la négligence. Pas l'amertume, pas le ressentiment, mais la transformation. La transformation du venin en remède, de la blessure en don, de l'invisibilité en vision. Cette transformation est votre héritage, et elle commence maintenant, pas demain. Et pas quand les circonstances seront parfaites, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, en ce moment même où ces mots résonnent dans votre esprit, l'enfant qui a été ignoré est en train de vous observer. En espérant voir ce que vous allez faire avec ce qu'il a souffert, faites que cela en vaille la peine, transformez la douleur en but et laissez votre don briller.